journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ces journaux. 41e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation sous-régionale. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi élu vice-président de la SADC et président pour l'exercice 2022-2023. Choix des animateurs de la CENI, Christophe Mbosso a fait rapport à Modeste Bati de l'évolution des travaux de la commission paritaire des mises en place pour examiner les dossiers individuels des candidats désignés par les composantes. Des avancées significatives observées dans la gestion des droits humains dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. C'est ce qui ressort du point de presse co-animé par les porte-parole du gouvernement avec son collègue des droits humains. Après le titre, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. La République démocratique du Congo a accédé à la première vice-présidence de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC pour l'exercice 2021-2022. L'annonce a été faite ce mardi au cours du 41e sommet de chefs d'État et de gouvernement de l'organisation sous-régionale. Le président botswanais Mombeti Masisi cède la présidence de l'organe politique à Cyril Ramaphosa, président sud-africain. Nous y reviendrons. Dans l'actualité, première rencontre entre le président de deux chambres du Parlement congolais depuis les débuts du processus de désignation des animateurs de la CENI. En début de soirée du lundi 16 août, Modeste Bati Lukwebo, président du Sénat, a rencontré son homologue de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diapwanga. Au menu des échanges entre le président des deux chambres du Parlement, Christophe Mbosso, a fait rapport à Modeste Bati de l'évolution des travaux de la commission paritaire des mises en place pour examiner les dossiers individuels des candidats désignés par les composantes. On écoute. Oui, j'en ai profité pour faire un rapport sur l'évolution des travaux de la commission mis en place pour examiner les délégués désignés par les composantes. Nous en avions fait état. J'avais également fait état du délai supplémentaire que nous avons accordé aux confessions religieuses afin qu'ils arrivent à trouver une solution au problème de la désignation du président de la CENI et des membres de la plénière. Donc, nous avons parlé de toutes ces questions. Tout marche bien. Je voudrais préciser, l'occasion faisant les larrons, que ceux qui parlent de forcing, il n'y a pas de forcing. Il n'y en a pas. Nous avons construit un consensus au sein de l'Assemblée nationale entre la majorité parlementaire et l'opposition. Cela nous a permis à voter la loi, la proposition de loi organique qui a été promulguée. Maintenant, nous sommes au stade de l'application. Les composantes reconnues par la loi et qui ont obtenu un quota pour désigner leurs membres au sein de la commission électorale nationale indépendante, nous leur avons demandé de déposer les dossiers. C'est ce qui est en train d'être fait en commission. Quant aux composantes qui n'ont pas déposé les dossiers de leurs délégués, leur quota restera vacant. Il n'y a pas de forcing. Nous avons accordé 2 fois des délais supplémentaires aux confessions religieuses. Ils vont se concerter, certainement le Saint-Esprit va les inspirer et qu'ils arriveront à une solution. Que les confessions religieuses arrivent à une solution parce que
la question électorale est un enjeu majeur. Chacun doit s'impliquer, c'est par là que les hommes politiques entrent en politique. Des avancées significatives observées dans la gestion des droits humains dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. C'est ce qui ressort du point de presse co-animé le lundi 16 août par le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya avec son collègue des droits humains Albert Fabrice Puela autour de la gestion des droits humains. On écoute le ministre des droits humains Albert Fabrice Puela. L'état de siège proclamé, c'est pour résoudre un certain nombre de problèmes. Le principal, c'est de ramener la paix à l'est de la République. Vous savez que nous sommes dans un programme basé sur les résultats. Et c'est ce que nous avons eu à rappeler aux uns et aux autres parmi les dirigeants de ces différentes provinces. Et nous avons constaté effectivement qu'il y a une grande volonté, que ce soit à Bunia, quand je parle de Bunia, c'est de l'Ituri justement qu'il s'agit, tout comme à Goma. Déjà avec la décision de son Excellence, Monsieur le Gouverneur militaire, d'aller s'installer au cœur du drame du Nord Kivu, c'est-à-dire à Beni, cela dénote de la volonté justement de résoudre les problèmes. On n'a pas construit Rome en un jour. Il y a très longtemps que cette crise a commencé, mais il y a énormément de progrès qui sont faits. Il y a eu un certain retard dans la transmission des dossiers judiciaire, je parle dans le volet judiciaire, de juridiction civile vers les juridictions militaires pour leur prise en charge. Et nous savons que ça ne se fait pas toujours de manière automatique, mais cela étant fait, maintenant on est en train de régulariser certaines détentions, mais aussi les juridictions civiles qui ont commencé à travailler dans le volet des dossiers civils, mais aussi les tribunaux pour enfants. Écho des provinces, état des sièges au Nord Kivu, le porte-parole du gouvernement de cette province, le général de brigade Sylvain Ekenge a déclaré au cours d'une émission spéciale sur la radio FARDC à Beni que toute personne qui s'attaque à cette mesure sera interpellée et entendue, jugée, condamnée par les instances compétentes. Suivez. Toute personne qui s'attaque à l'état des sièges sera désormais interpellée, entendue, jugée et condamnée par les instances compétentes. C'est ce qu'affirme le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu. Le général de brigade Sylvain Ekenge l'a dit au cours d'une émission spéciale diffusée sur les antennes de la radio FRDC émettant à Béniville ce lundi 16 août 2021 sous le thème « Que cache la guerre médiatique déclenchée par un groupe de députés provinciaux du Nord Kivu ». À ce sujet, le porte-parole du gouverneur des provinces a fustigé l'attitude de certains députés provinciaux qui, à cause de leurs intérêts cachés, s'en prennent à l'état des sièges. Le général de brigade Sylvain Ekenge précise que cela ne sera plus toléré, idem pour les groupes de pression qui tenteront de marcher contre l'état des sièges, car agir ainsi, c'est combattre la paix que ce régime spécial est appelé à restaurer. Les députés sont autorisés à se prononcer. La libre expression est autorisée. Mais quand vous marchez à l'encontre de la recherche de la paix, vous marchez à l'encontre de l'état des sièges qui recherche la paix, c'est que vous êtes contre la paix et que vous êtes pour ce qui en amène, ce qui tue, ce qui égorge, ce qui amène l'insécurité dans cette partie du territoire de notre pays. Mais pour les députés, la meilleure façon de les neutraliser, c'est de les appréhender et de les mettre devant les juridictions militaires pour qu'ils subissent la rigueur de la loi, et on va le faire. J'ai déjà annoncé qu'à partir de maintenant, ils seront interpellés, entendus, jugés et condamnés. Je vous informe, ils ont des intérêts cachés. Ce sont ces députés-là qui entretiennent des groupes armés. Ce sont ces députés-là qui sont des connivences avec les ADF ici, où la population voit, qui sont avec le peuple et qui ne sont pas avec le peuple.
Au cours de cette émission animée par les porte-paroles de Sokola 1, le lieutenant Anthony Mwalushai, avec la participation d'autres journalistes des médias locaux, les conseillers principaux du gouverneur en charge des communications, Sylvain Kenge, a révélé que le confluent des rivières Semouliki et Talia est désormais sous contrôle des FARDC. Occasion pour lui d'inviter la population de cette partie de la province à soutenir leur armée car la victoire est certaine. On reste dans la province du Nord Kivu pour vous dire qu'une délégation du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique a été reçue le lundi 16 août au gouvernorat par le vice-gouverneur du Nord Kivu, les commissaires divisionnaires Jean Romuald et Kouka. Au menu de leurs échanges, la récente situation des inondations des torrents, Débou et prévisions Rougari et la situation sociale du personnel de l'Observatoire volcanologie de Goma OVG. Suivez. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Romuald Ekuka Lipopo, a conféré ce lundi 16 août au musée de Himbi avec une délégation du ministère de la Recherche scientifique et innovation technique. Ils ont échangé sur la récente situation des inondations de torrents de boue et prévision des inondations de Rougari, de la situation sociale du personnel de l'Observatoire volcanologique de Goma, OVG, ainsi que de problèmes financiers que connaît cette structure étatique. Professeur André Zanan Dotoni, qui conduit la délégation, en parle. Les inondations de torrents de boue à Rougari, il est évident, nous avons une connaissance relativement approfondie du volcanisme et donc nous allons échanger avec l'OVG pour la prévision et la compréhension de ce genre de phénomènes. Dans la délégation, nous avons deux équipes, une équipe pour les problèmes scientifiques, mais nous avons aussi des délégués qui vont s'occuper, qui vont travailler avec l'OVG sur les problèmes sociaux du personnel, sur les problèmes financiers de l'OVG. Et donc nous allons prendre en compte l'ensemble des aspects de ces phénomènes pour permettre à l'autorité de tutelle de faire une proposition durable au gouvernement de la République. C'est une des voies principales pour la population de Sankuru. Le pont Longa, situé à 55 km du territoire de Dibélé, a été réhabilité par l'Office des routes sur financement du FONER. Construit depuis l'époque coloniale, cette infrastructure n'a jamais connu de tels travaux. Suivez ces reportages de Josué Galamba. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par apparaître. Ce proverbe est vrai pour les populations de la province du Sankuru qui ont longtemps connu des difficultés pour passer sous le pont Longa qui était délabré. Grâce au travail des titans abattus par l'équipe de l'Office des routes, cette infrastructure rêvait désormais de sa plus belle robe. Construit au temps des colons, le pont Longa, voie obligée pour la population du Sankuru au PK55 a été inscrit dans le programme d'entretien routier 2021 du ministère des Infrastructures et Travaux Publics et remis entre les mains de l'Office des routes qui, lui, a bénéficié d'un financement du Fonds national d'entretien routier FONER pour sa réhabilitation. A été conçu depuis l'époque belge et n'a pas vraiment été réhabilité en aucun jour. Maintenant, l'occasion est offerte par l'Office des routes afin de remettre l'ouvrage en marche. En sa qualité de directeur de projet, Patrick Mabita s'est dit satisfait du travail effectué tout en félicitant les autorités du pays pour leur implication. Nous avons atteint notre but, était de réhabiliter les ponts Longa. Nous l'avons fait et nous sommes arrivés à la fin du travail. Aujourd'hui, c'est pour ce qu'on dit dans le terme technique repli chantier, parce que nous avons terminé. Un grand merci au président de la République parce qu'il a pensé aux enfants de Sankuru pour le programme Père 2021. Entre autres, le premier ouvrage, c'est ce pont Longa. Cet ouvrage est situé à 55 km de la localité de Dibélé et les travaux de sa réfection n'ont pris que moins d'un mois. En quoi les ingénieurs de l'Office des routes, ce pont est construit de façon à résister pendant de nombreuses générations. Les caucus des élus nationaux de la province du Maniema ont saisi le lundi 16 août le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement pour les dossiers de la délocalisation par la RVA des matériels d'aide à la navigation dotés à l'aéroport de Maniema par la MONUSCO
pour une autre destination. Sauveur Edi Funda. Dans la journée du lundi 16 août 2021, le caucus des députés nationaux du Maniema s'est rendu chez les ministres des Transports, Voies de Communication et Désenclavement Chéribin Okende Senga. Les élus nationaux de cette province ont été porteurs d'un plaidoyer qui a concerné la délocalisation par la régie de voies aériennes des matériels d'aide à la navigation dotés à l'aéroport de Maniema par la MONUSCO pour une autre destination. Nous venons d'être reçus par son Excellence Monsieur le ministre des Transports et Voies de Communication. C'était par rapport au plaidoyer, le message que nous avons reçu chez nous au Maniema. Il y a quelques jours, on a réquisitionné par un message officiel quelques matériels qui étaient dotés par la MONUSCO à l'aéroport de Kindu au Maniema pour une utilisation dans une autre province. Alors nous n'avons pas compris en tant que fils du Maniema, mais aussi en tant qu'élu du Maniema, que des matériels qui nous soient légués par des partenaires, la MONUSCO en l'occurrence, soient pris à partir de Kindu dans une procédure tout à fait non régulière pour être acheminé dans une autre province. Alors, comme il s'agissait de la RVA, qui est sous tutelle du ministre des Transports et Voies de Communication, il était normal que nous, en tant qu'élus nationaux, puissions voir son Excellence Monsieur le ministre pour lui en parler. Nous sommes très satisfaits par la réaction de son Excellence Monsieur le ministre, qui a été très attentif par rapport à notre préoccupation, et il nous a promis une suite d'ici là. Des échanges qui ont abouti sous une note de satisfaction car ces élus ont reçu du ministre des Assurances de travailler pour remettre la province du Maniema dans ses droits, ce qui garderait la bonne image du secteur de transport en République démocratique du Congo. Dans un autre chapitre, l'inspecteur général des finances, chef des services, Gilles Alingeti, a réagi aux propos du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, Tony Mwaba, qui accuse cette institution de mener des actions spectaculaires pour l'avoir soupçonné des tentatives de détournement. Il a dit lors d'une interview accordée à nos confrères de Top Congo FM. On l'écouta. Il s'agit de 31 milliards de francs congolais, soit 16 millions de dollars. Donc on ne peut pas sortir une telle somme d'argent en espèces à la Banque centrale à Kinshasa et prétendre l'acheminer à l'intérieur. Vous le savez qu'on ne peut pas voyager avec 10 000 dollars dans nos aéroports. Nous avions tout simplement préconisé que les bénéficiaires étant des enseignants, nous savons que les enseignants sont bancarisés en ce qui concerne leur paye. Nous avions souhaité que cet argent puisse parvenir à des enseignants par voie bancaire. Et nous avions vraiment voulu aider les ministres à comprendre que les finances publiques ont des règles que lui et nous devons tous respecter. Je suis ni de près ni de loin impliqué dans ce qu'il dit là. À ma connaissance, en tant que service chargé de suivre les paiements au niveau de la Banque centrale, cette société allemande Veridos avait déjà été payée avant même que lui soit ministre. Donc il n'a même pas la compétence de bloquer un paiement comme il peut prétendre. Ce paiement a eu lieu et les bénéficiaires en aillent sans intervention de qui que ce soit. Je ne connais pas Veridos. C'est un projet qui a commencé avec les ministres de l'enseignement Moussemena et dont le contrat a été signé par le ministre Bakonga et c'est lui qui a payé les Allemands. Moi, je crois que nous devons rentrer à l'essentiel. Aujourd'hui, tout le monde doit comprendre que les contrôles s'imposent à tous. Il ne faut pas qu'on pense que les contrôles c'est pour les uns et les autres sont exemptés. Ce n'est pas mon problème. Veridos, ce n'est pas moi. Et si l'État a payé Veridos, il faudra que lui, le ministre de l'EPST et le ministre des Finances qui a payé, qui se posent des questions. D'ailleurs, il faut lui poser la question qu'il y ait l'information que Veridos a été payé, qu'il puisse faire le suivi des cartes biométriques. Ça, ce n'est pas mon problème. Veridos, c'est une forte distraction de mauvais goût. Pour moi, c'est le problème des 31 milliards de francs congolais. On doit respecter la procédure parce que les contrôles s'imposent à tous.
Et pourquoi le secret des audits ou enquêtes de l'inspection générale des finances sont médiatisés alors que les dossiers devraient au préalable être transmis à la justice? L'IGF aura-t-elle une mission inavouée et ignorée au grand public? Votre rédaction tente de répondre à ces interrogations à partir de l'escalade verbale entre Tony Mwaba, ministre de l'EPST, et Jules Alinguete, patron de l'IGF au sujet des fonds destinés à la paye des surveillants du TENAFEP. Sami Bosongo. Depuis la montée de l'affaissement moral et civique en RDC, ces pays gâchettes de l'Afrique employés sous le coulage des recettes publiques quasi généralisées dans ces murs. Ces coulages, qui se chiffrent à plus d'une dizaine de milliards de dollars l'année, a empêché la bonne santé multisectorielle du pays et ralenti son élan vers l'émergence. En but aux effets délétères de cet état des choses, nombreux sont des Congolais pleins d'impatience qui attendaient la levée du jour où enfin un régime combattrait cet état de manière efficace et ferme, dissuadant les Congolais impénitents et inciviques à la pratique obstinée et par défi de cette momerie. Aussi les Congolais ont-ils applaudi et soutenu le travail de l'inspection générale des finances que pilote Jules Alinguete avec les bonnes grâces du chef de l'État, préoccupé par une plus grande mobilisation des recettes publiques en vue de réaliser son programme de façon à bien marquer son électorat. Mais vite, certains Congolais ont déchanté et des plaintes quant à la médiatisation des secrets des audits ou enquêtes fuitaient sous la place publique et étaient distillés dans les médias alors qu'ils devraient être gardés secrets et transmis à la seule justice. Ce qui a donné lieu au questionnement de tout genre sur les motivations inavouées du travail de l'IGF. Celle-ci serait-elle dotée d'une mission de lynchage médiatique d'une catégorie des Congolais à abattre pour telle ou telle autre raison cachée? Se demande-t-on dans l'opinion. En effet, l'escalade verbale constatée dans le cas du ministre de l'EPST Tony Mwaba, qui aurait perpétré un détournement de fonds selon une accusation médiatisée, donne matière à réflexion sur l'orthodoxie, la légalité et l'élégance des méthodes de l'IGF, et déjà délangue ces délits sous le caractère sélectif des cibles de l'IGF, même si Jules Alinguete prétend que son travail vise tous les Congolais appartenant ou non à l'Union sacrée. Plus que jamais, l'effort des bonnes motivations s'impose dans le chef de l'IGF pour que la noble et grandiose besogne qu'elle expédie ne soit éclaboussée par des dérapages qui lui colleraient l'étiquette d'un instrument au service des règlements des comptes politiques. Un protocole d'accord a été signé entre EPST, Petentic et School App pour un projet d'interconnexion des entités éducatives. Ces projets permettront non seulement une meilleure qualité d'enseignement, mais aussi une lutte pour le redressement du sous-secteur. Suivez. Dans les soucis de redynamiser les secteurs de l'éducation en République démocratique du Congo, les projets d'interconnexion des entités éducatives va bientôt prendre corps. Telle est la raison fondamentale du protocole d'accord qui vient d'être signé entre l'enseignement primaire, secondaire et technique, poste et télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication et School App. Selon le ministre de l'EPST Tony Mwaba, ces projets permettront non seulement une meilleure qualité d'enseignement, mais aussi une lutte pour le redressement du sous-secteur. Bon, comme vous l'avez vécu tout à l'heure, c'était tout simplement la signature du protocole d'accord qui nous lie avec School App, qui va nous aider à nous intégrer dans ce système d'interconnexion des entités éducatives. Et nous sommes particulièrement intéressés pour la simple raison que ces projets rentrent également dans la perspective de la recherche de la qualité à côté de la gratuité de l'enseignement. Et c'est aussi un moyen de lutte que School App mettra à notre disposition, bien entendu, avec l'appui de l'RPTC, pour nous aider dans notre objectif, dans notre sous-secteur, celui du redressement que nous sommes en train de poursuivre. Et je crois que ça sera pour l'intérêt des enseignants, pour l'intérêt de tous les autres partenaires éducatifs, même les partenaires techniques et financiers. On n'interconnecte pas les entités éducatives pour un temps.
Ceci voudrait dire que c'est un système que nous allons installer et qui est appelé à durer dans les temps et même à s'étendre dans l'espace. De son côté, le ministre des Pétentique, Augustin Kibasa Maliba, explique que ce projet s'inscrit clairement dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Non, mais c'est vraiment pour vous dire que nous sommes plus que déterminés à avancer. Vous avez vu, le chef de l'État tient beaucoup à l'éducation. Et c'est la même vision qu'a le Premier ministre et tout son gouvernement. C'est pour ça que vous voyez que nous, les Warriors, nous sommes en train de nous acharner pour pouvoir travailler ensemble afin de pouvoir apporter une plus-value à la gestion de la République. Et donc, c'est vraiment pour vous dire, nous avons commencé avec les universités. Nous sommes plus que déterminés de faire en sorte qu'avant la fin de cette année, que nous puissions être en mesure de connecter déjà entre 500 et 1000 entités éducatives. Mais vous comprendrez bien que je ne dirais pas c'est une goutte dans l'océan, mais c'est un pas important que nous allons faire. Mais le souci, c'est de toucher toute la République. Donc, je vous ai donné un timing d'ici la fin de l'année, mais l'idée, c'est de dire que nous devons continuer pour que la connexion Internet ne soit plus un luxe pour nos enfants qui sont pleins de génie. On doit leur donner aussi la chance de s'exprimer comme tous les enfants du monde. Donc, sachez que c'est notre détermination de faire en sorte que ce pays finalement aille de l'avant. Notons que d'ici la fin de l'année entre 500 et 1000 écoles seront interconnectées pour que l'Internet ne soit pas un luxe pour les apprenants du sous-secteur. Ce projet, dont le sous-secteur durera dans le temps mais éventuellement s'étendra aussi dans l'espace pour garantir une meilleure formation des apprenants. Dans le reste de l'actualité, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, a reçu en audience le lundi 16 août à l'hôtel de ville de Kinshasa, le nouveau bureau de l'UNPC Kinshasa. Selon le président Jean-Marie Kassamba qui conduisait la délégation, c'était l'occasion pour l'autorité urbaine de connaître les nouveaux animateurs élus de l'UNPC Kinshasa. Regardez. Cette rencontre a permis au gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka, de comprendre comment les journalistes de la capitale travaillent et quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent en exerçant leur travail. Au terme d'une série d'explications lui fournies autour des réalités du métier des journalistes à Kinshasa, Jantini Ngobila a promis d'accompagner les médias kinois en dépit des nombreuses difficultés financières auxquelles Kinshasa fait face. Par ailleurs, l'actuel bureau de l'UNPC Kinshasa a promis au gouverneur Jantini Ngobila de l'accompagner dans la sensibilisation de la population kinoise sur l'opération Kinshasa-Bopeto avec la bonne information. Le pays a besoin d'une bonne presse qui n'est pas souvent dans les intox et attaques non fondées pour chercher l'argent auprès des politiques. Et c'est là avant d'inviter les professionnels des médias œuvrant à Kinshasa à travailler professionnellement en vue de présenter et faire connaître une belle image de la capitale RD congolaise dans l'intérêt de tout ça. La presse doit faire son travail de collecter les informations de la ville, les défendre et les diffuser pour que ceux qui sont dans des provinces comprennent ce qui se passe réellement ici à Kinshasa. Néanmoins, la ville peut faire en sorte que les journalistes se retrouvent malgré les difficultés. Cela permettra aux journalistes d'assurer à leur tour la visibilité de la ville. En santé, les rapports du secrétariat technique et de la riposte contre la pandémie à Covid-19 du lundi 16 août relèvent 94 nouveaux cas d'infection par le coronavirus ont été enregistrés en République démocratique du Congo, dont 30 à la Tchopo, 22 au Sud Kivu, 12 à Kinshasa, 19 dans le Haut-Katanga et 10 au Kwango. Sophia Zaourati.
La République démocratique du Congo a enregistré 94 nouveaux cas de Covid-19 le lundi 16 août 2021. Parmi ces nouveaux cas, 30 sont de la Tchopo, 22 du Sud Kivu, 19 de Kinshasa, la capitale, 12 du Nord Kivu, 10 du Haut-Ouélé et 1 de Kwango. Les données pour les nombres de décès et de guérisons ne sont pas toujours disponibles depuis plus d'une semaine. Depuis la déclaration officielle de cette pandémie en RDC, le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 53 501, dont 53 500 cas confirmés et improbables. En sport, éliminatoire à Coupe du Monde Qatar 2022, la rencontre de la première journée opposant la République démocratique du Congo à la Tanzanie n'aura plus lieu le vendredi 3 septembre. La FIFA l'a avancé à jeudi 2 septembre à 15h juste au stade TP Mazembe de la commune de Kamalodo dans la ville de Lubumbashi. Sami Bosongo pour le détail. Prévu dans un premier temps vendredi 3 septembre 2021 au stade Tout-Puissant Mazembe de Lubumbashi, les duels de la première journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde Qatar 2022 entre la Tanzanie et la République démocratique du Congo a, aux dernières heures, été avancé de 24 heures. C'est ainsi que cette rencontre aura lieu le jeudi 2 septembre dans le même stade tel que le renseigne la Fédération congolaise de football association FECOFA sur son site officiel. Lorsqu'elle a été notifiée par la Fédération internationale de football association, FIFA en acronyme, la FECOFA avait sollicité que cette rencontre se joue le samedi 4 septembre. Cette sollicitation de l'instance fêtière congolaise de football a été rejetée par la FIFA qui a maintenu sa décision. C'est donc le jeudi 2 septembre que les léopards de la RDC affronteront les Taifa Stars de la Tanzanie au stade de Tout-Puissant Mazembe de Lubumbashi. Dans sa correspondance du lundi 16 août 2021, la FIFA justifie la programmation de ces matchs de la compétition de la zone Afrique en ces termes. Nous citons: nous voudrions vous informer que l'exercice de coordination de l'ensemble des 40 matchs en Afrique au mois de septembre ne fut guère chose aisée. La CAF et la FIFA ont joint leurs efforts afin de peaufiner au mieux le calendrier et il y a lieu de relever que la répartition des matchs tient également impérativement compte des besoins de couverture télévisuelle de chaque match. FIFA TV a dû ainsi assurer une grille suffisamment répartie et en même temps idéalement fournie afin de donner la meilleure exposition possible à chaque équipe participante. Fin des citations. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Bonjour. La revue de presse de ce mardi 17 août commence avec Radio-Okapi.net qui a communiqué sur les forces spéciales américaines engagées dans la traque des ADF. À un quart ce midi en ligne, le président Félix Tshisekedi a autorisé le déploiement des experts antiterroristes américains dans l'est de la République démocratique du Congo, selon un communiqué de la présidence congolaise cité par AFP. Ces forces spéciales américaines ont pour mission d'apporter un appui aux forces armées de la RDC, FARDC, dans la lutte contre le terrorisme et aux gardiens des parcs nationaux de Virunga et de Garamba, devenus le sanctuaire des forces terroristes. Cette mission, qui doit durer plusieurs semaines, consiste spécialement pour les unités spéciales américaines à lutter contre les ADF, une branche de Daesh, dans le cadre de la coalition mondiale pour vaincre ces groupes terroristes. RDC, à peine 6 millions de dollars américains dépensés dans les investissements sur 181 millions prévu pour fin juillet 2021, a titré DeskEco.com. Sous ce titre, il est renseigné que les investissements sur ressources propres du gouvernement de la République démocratique du Congo sont évalués à 12 milliards 993 millions 430 703 de francs congolais, l'équivalent de 6,286 millions de dollars américains, au taux budgétaire moyen de 267 francs congolais le dollar américain, sur des prévisions linéaires de 376 milliards 109 millions 218 004 de francs congolais, l'équivalent de 181,958 millions de dollars américains, soit un taux d'exécution de 3% selon les états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire. Ces fonds investis ont été affectés à l'acquisition d'équipements agro
sylvopastoraux pour 2 721 612 324 francs congolais, l'acquisition des équipements industriels et électriques pour 458 684 029 francs congolais, l'acquisition des équipements de transport pour 365 935 520 francs congolais, l'acquisition des équipements divers pour 2 520 717 731 francs congolais et l'acquisition de terrains pour 6 926 481 100 francs congolais. Terminons avec sur cette pensée qui a écrit sous la désignation du remplaçant de Corneille Nangaa à la CENI, au sujet de laquelle Christophe Mbosso a dit qu'il n'y a pas de forcing. Le site a écrit que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Nkodia, a rencontré lundi 16 août 2021 son collègue du Sénat Modeste Bahati Lukwebo et qu'ensemble, ils ont échangé sur les questions liées au processus de désignation des animateurs de la CENI. Quant au moratoire de 72 heures accordé aux confessions religieuses, renseigne le site, Mbosso dit rester confiant et rappelle à ces dernières que la question électorale est un enjeu majeur, signalant que c'est ce mardi que le délai de 72 heures accordé aux chefs religieux pour dégager un consensus va expirer. Portez-vous bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en compagnie de BCTV. Voilà, si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. 41e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation sous-régionale. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi élu vice-président de la SADC et président pour l'exercice 2022-2023. Choix des animateurs de la CENI, Christophe Mbosso a fait rapport à Modeste Bahati de l'évolution des travaux de la commission paritaire des mises en place pour examiner les dossiers individuels des candidats désignés par les composantes. Des avancées significatives observées dans la gestion des droits humains dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. C'est ce qui ressort du point de presse co-animé par le porte-parole du gouvernement avec son collègue des droits humains. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi, l'actualité reste en continu. Vive et heureux. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.